Dans le cadre de ce colloque sur les formes et les enjeux de la transmission, je souhaite dépeindre la complexité des transmissions intergénérationnelles entre les personnages en ce qui a trait à l'identité culturelle, notamment dans un contexte d'immigration et d'exil, dans le diptyque pour adolescents Alexis de Marie-Célia Agnan. En étudiant les interactions sociales entre les personnages mis en scène dans cette œuvre jeunesse, de manière à mettre en lumière les types de transmission intergénérationnelle, verticale et descendante, c'est-à-dire des parents aux enfants, verticale et ascendante, des enfants aux parents, et horizontale, donc des adultes aux adultes ou des enfants aux enfants. Je serai en mesure de souligner l'influence qu'exercent les personnages les uns sur les autres dans leur processus de construction identitaire et la variété des rapports possibles à l'identité culturelle. Pour ce faire, je tenterai d'illustrer comment l'expérience migratoire constitue une sorte de passage de rite initiatique qui conduit Alexis, le héros du diptyque, de l'enfance à l'âge adulte et comment ce passage se caractérise par une évolution des rapports qu'il entretient avec les membres de son entourage. Ainsi, l'objectif visé par cette communication est d'illustrer à travers une fiction contemporaine pour adolescents, adolescentes, les formes, types de transmission intergénérationnelle et les enjeux, héritage familial et culturel, valeurs associés à la transmission au cours d'un processus de construction, redéfinition identitaire chez des personnages ayant fait l'expérience de la migration et de l'exil. Donc, avant de me lancer dans le vif de l'analyse, je désire d'abord vous présenter brièvement le diptyque étudié, car je sais que Sylvain, vous, Monique, avez travaillé dessus, puis probablement Monsieur Bazier, vous avez lu mon mémoire, donc vous savez un peu de quoi il est question, mais pour le reste, je doute que vous ayez lu ces livres. Donc, le premier tome du roman pour adolescents Alexis d'Haïti relate le périple d'un jeune garçon de 11 ans qui fuit Haïti avec sa mère, Janine, à la suite de l'arrestation de son père, Raphaël, par la milice de Duvalier, les tontons Macoutes. Alexis et Janine quittent clandestinement le pays à bord d'un petit voilier surchargé comme bien d'autres boat people. À la fin de leur voyage en mer, le capitaine du voilier les abandonne sur une plage de la Floride où ils sont arrêtés par la police américaine qui ne ménage pas les insultes à leur égard. Ils sont conduits dans un camp de réfugiés à Key West en attendant que le gouvernement américain décide de leur sort. Alexis est séparé de sa mère. S'ensuit une longue période d'attente où Alexis perd peu à peu ses espoirs de retrouver sa liberté, jusqu'au jour où il reprend courage et décide de pousser la bureaucratie américaine à accélérer ses procédures administratives grâce à la conque que sa grand-mère, Malena, lui a remise avant son départ d'Haïti. Dans le deuxième tome, Alexis, fils de Raphaël, le jeune adolescent et sa mère habitent à Miami depuis leur sortie du camp de réfugiés. Toutefois, la vie est loin d'être parfaite. Les fonctionnaires américains les traitent comme des numéros et non des êtres humains. Janine se fait exploiter en travaillant pour un salaire de misère car elle n'a pas sa green card. Ils n'ont toujours pas de nouvelles de Raphaël qui est prisonnier des tontons Macoutes malgré les démarches entreprises par la Croix-Rouge. Alexis est malheureux, il s'entête à ne pas vouloir apprendre l'anglais. Enfin, une bonne nouvelle leur parvient par l'entremise d'Étienne, le frère de Janine. Ils recevront leur visa canadien et pourront venir s'installer à Montréal dans l'appartement d'Étienne. Une fois chez lui, Alexis se fait des amis à l'école et avec eux, ils fondent un comité afin de libérer son père qui est toujours prisonnier en Haïti. Alexis gagne énormément en maturité à la suite des moments difficiles qu'il a vécus à titre d'immigrant déraciné et projeté dans une culture différente de la sienne. Le roman se conclut sur une note positive et remplie d'espoir pour l'avenir avec l'arrivée de Raphaël, le père d'Alexis, à Montréal. Dans le cadre de cette communication, il est impératif de définir le concept d'identité culturelle et pour ce faire, je vais faire appel aux travaux de la chercheuse Geneviève Vincenot. Celle-ci explique que l'identité se révèle être une dynamique évolutive par laquelle l'acteur social, individuel ou collectif donne sens à son être. Il le fait en reliant à travers le passé, le présent et l'avenir les éléments qui le concernent et qui peuvent être de l'ordre des prescriptions sociales et des projets aussi bien que des réalités concrètes. Dans son modèle théorique, elle souligne aussi bien la permanence, tradition, que le changement dans la dynamique de l'identité culturelle. Pour Vincenot, cette perspective dynamique de l'identité culturelle permet une dialectique de l'intégration des composantes culturelles autres ou antagonistes, offrant à chacun les moyens de se rendre semblable à autrui, mais aussi de s'en différencier. Ainsi, la dynamique de l'identité culturelle offre la possibilité d'intégrer l'autre dans le même, de réaliser ce changement dans la continuité, ce qui génère une apparente constance qui procure à l'individu un sentiment d'identité. La chercheuse explique que l'identité est le résultat de nombreuses opérations qui découlent, et je cite,
de contenu, de représentation de ce que l'on est, de ce que l'on devrait être et de ce que l'on voudrait être dans la durée, l'espace et les diverses circonstances de la vie sociale. Par ailleurs, Vincenot précise, je cite, que les fonctions de l'identité sont donc ontologiques puisqu'elles concernent le sens de l'être et elles sont instrumentales, dans la mesure où elles fournissent à l'acteur les moyens de s'adapter au monde. Afin de justifier les regroupements d'individus porteurs des mêmes attributs, la notion d'identité culturelle et les composantes qui la constituent, langue, territorialité, religion, etc., sont fréquemment utilisées. Toutefois, selon Vincenot, aujourd'hui, ni l'identité ni la culture ne sont envisagées comme des entités stables. Dans le diptyque étudié, l'identité culturelle est très certainement liée aux transmissions intergénérationnelles qui sont multidirectionnelles, car comme l'explique Vincenot, les interactions sociales sont à la base de l'identité culturelle. La rencontre entre les acteurs sociaux porteurs de cultures distinctes s'accompagne d'un incessant réaménagement des systèmes symboliques en présence. Le bouleversement des objectifs des individus qui se rencontrent ébranle ces systèmes et les mobilise de manière inédite. Les formations identitaires des acteurs sociaux, individuels et collectifs sont sollicitées et mises à l'épreuve au cours de négociations par lesquelles se créent des compromis, des ajustements et des synthèses. Ainsi, certains personnages secondaires exercent une influence sur la dynamique de l'identité culturelle de notre personnage principal. Inversement, Alexis amène certains personnages à renégocier leur identité en intégrant de nouvelles composantes culturelles et en rejetant d'autres. C'est donc dans cette perspective que j'analyserai l'évolution du jeune héros au fil du récit en fonction des relations qu'il entretient avec les autres personnages. Donc, au tout début du premier tome, Alexis est un jeune enfant comme tous les autres de son village. Il mène une vie simple et modeste avec ses parents. Il va à l'école et joue avec son meilleur ami Jérémy. Cependant, son quotidien paisible et sans souci bascule du jour au lendemain lorsque son père est fait prisonnier par la milice de Duvalier. Au cours de cette période de son enfance, sa grand-mère, Malena, occupe une place importante dans la vie du jeune héros. Malena assume la fonction de passeur culturel auprès de son petit-fils, un rôle des plus typiques dans la culture haïtienne, comme l'explique Marie Scondé. La grand-mère est une figure importante, entre autres à cause de l'absence fréquente du père dans la composition de la famille. La grand-mère se trouve donc dépositaire de la connaissance du passé et communique son savoir à l'enfant. S'établit ainsi une transmission verticale et descendante entre Malena et Alexis. Elle transmet un héritage familial et culturel à son petit-fils. La grand-mère d'Alexis se plaît à lui transmettre ses connaissances, dictons, proverbes, comptines et légendes. C'est ainsi que pour préparer Alexis à son départ d'Haïti, Malena lui offre une conque, un cadeau ayant une valeur symbolique puisqu'elle aurait supposément servi aux esclaves en fuite. Bien qu'Alexis soit séparé physiquement de sa grand-mère, il ne cessera jamais d'entretenir avec elle une correspondance. Malena représente le premier point d'ancrage et la référence d'Alexis à sa culture d'origine. Dès les premières pages du roman, la mère d'Alexis, Janine, nous apparaît comme le pilier principal de notre jeune héros, un pilier sur lequel il peut toujours compter et s'appuyer. Janine parvient à rester forte le temps que son fils et elle sont en Haïti, notamment parce qu'elle sait qu'Alexis est encore un enfant et que sa sécurité dépend entièrement d'elle. Ce dernier en est d'ailleurs parfaitement conscient. Je cite, « Il ne sait pas où il pose ses pieds et se sent soulagé de pouvoir s'en remettre complètement à sa mère, de se laisser guider par elle. Il n'éprouve aucune frayeur, car elle connaît tous les chemins et les bois qui entourent le village. Même si elle est inquiète et très ébranlée par ce qu'elle a récemment vécu, Janine a malgré tout prise sur les événements. S'enfuir d'Haïti et laisser son mari derrière elle est un choix déchirant, mais il témoigne de son caractère lucide et résolu. Par contre, si de prime abord, la transmission des savoirs et des valeurs entre Janine et Alexis semble simplement verticale et descendante, elle ne tarde pas à se faire dans les deux sens au fur et à mesure que notre jeune héros gagne en maturité et s'affirme, et même à presque complètement s'inverser pour devenir verticale et ascendante vers la fin du récit. En effet, Alexis, qui au départ est très dépendant de sa mère, devient peu à peu un petit homme à la suite des différentes épreuves vécues. Il commence à prendre son destin en main et à faire preuve de débrouillardise et de leadership lors de son passage au camp de réfugiés de Key West. C'est d'ailleurs grâce à la révolte qu'il organise et dirige dans le camp des réfugiés que sa mère et lui seront enfin libérés et pourront s'installer à Miami. Or, le déracinement et l'exil ont sur Janine l'effet inverse de ceux qu'ils ont sur son fils. En effet, elle commence progressivement à perdre pied à partir du moment où elle quitte Haïti. La perte des repères familiers semble peu à peu la priver de tout courage.
Les premiers signes de cette évolution se manifestent alors qu'Alexis et elle sont aux États-Unis. Son fils ne la reconnaît plus, car depuis leur arrivée en Floride, elle est passive, triste et, selon Alexis, ne fait que pleurer. De même, son courage et sa combativité disparaissent lorsqu'elle est confrontée aux fonctionnaires américains qui, il est vrai, n'hésitent pas à la malmener. L'image qu'elle projette maintenant est celle d'une femme aux yeux rougis, à la voix brisée, qui perd toute contenance et qui s'affaisse publiquement. Dans cette situation, elle n'est pas en position de force. Son sort ne dépend plus d'elle. Une fois à Montréal, Alexis s'intègre bien et rapidement à son nouvel environnement, contrairement à sa mère, qui semble dépassée et démunie. « C'est fou, se dit-elle, ici je me sens comme une handicapée. Les gestes les plus simples, je ne sais plus comment les faire, que tout cela est compliqué. » Alexis travaille fort et rattrape son retard scolaire, joue au soccer et se fait de nombreux amis qu'il rassemble autour d'un projet fédérateur, obtenir la libération de son père, toujours prisonnier en Haïti. Il faut dire que le jeune garçon aura de précieux alliés pour l'aider à s'intégrer à sa nouvelle vie à Montréal, à commencer par l'oncle Étienne, le frère de Janine, qui représente un modèle masculin positif en l'absence de Raphaël, le père d'Alexis. Pour son neveu, qui apporte un soutien non négligeable, à qui il apporte un soutien non négligeable en raison des rôles de passeur culturel et de mentor qu'il tient auprès du jeune héros. Aussi, dans cette relation entre l'oncle Étienne et Alexis, la transmission des savoirs familiaux et culturels est verticale et descendante. Au départ, Alexis ne connaît que très peu de choses concernant cet oncle, qui a quitté Haïti il y a de nombreuses années sans jamais y revenir. Cependant, une profonde amitié finit par les lier. Bien qu'il soit parfaitement installé et inséré socialement à Montréal, Étienne ne tourne pas pour autant le dos à son passé. L'aide qu'il apporte à sa sœur et à son neveu en est sûrement la meilleure preuve. En effet, comme le constate Noël Sorin, la figure métisse par excellence est l'oncle Étienne, qui a émigré au Québec il y a fort longtemps et qui accueille généreusement Alexis et sa mère. La transmutation dont parlent Laplantine et Nous est un processus qui assume pleinement ce personnage pluriel à la fois bien ancré dans la culture québécoise et assumant sa créolité. Il livre son passé haïtien relevant d'une mémoire collective positive à son neveu Alexis et l'aidera ainsi à se construire lui-même comme être métissé. Fort de sa capacité à concilier son héritage haïtien et son insertion dans la société québécoise, Étienne joue effectivement un rôle crucial auprès d'Alexis, celui de passeur culturel. D'une part, Étienne n'hésite pas à parler de son passé en Haïti ou à faire référence à des composantes de la culture haïtienne au cours de ses échanges avec son neveu. Par exemple, il nomme Alexis Bookman. Et lorsque ce dernier lui demande des explications sur le choix de ce surnom, Étienne réagit promptement en lui disant « Pourquoi? Tu oses me demander pourquoi? Tu n'as rien appris l'histoire de ton pays à ce que je vois. N'es-tu pas le chef de l'insurrection qui a mené à la libération des captifs de Key West? » L'analogie, qui peut sembler obscure à bien des lecteurs, à fortiori les plus jeunes, est expliquée dans une note de bas de page où il est précisé que Bookman était un nègre marron en fuite, l'un des chefs de la grande révolte des esclaves de 1791 qui a précédé la guerre d'indépendance haïtienne en 1804. Dès lors, nous percevons les multiples visées de la remarque d'Étienne, instruire son neveu, entretenir la mémoire de sa culture d'origine et lui rappeler l'importance de cette mémoire. Cependant, Étienne ne fait pas que transmettre un héritage culturel à son neveu. Il s'assure de faire la traduction des éléments culturels québécois, lui permettant de passer d'une culture à l'autre. Le fait qu'il reconnaisse et accepte sa culture et son passé haïtien ne l'empêche pas de s'être parfaitement intégré à sa société d'accueil. Il évolue à Montréal comme tous les autres citoyens de la ville. Comme il s'est bien adapté à la culture de Montréal et qu'il en comprend les différences par rapport à celle d'Haïti, il est en mesure d'expliquer à Alexis et à sa mère les spécificités de leur nouvel environnement. À titre d'exemple, lorsque son neveu s'inquiète qu'Étienne ne sera pas payé car il a pris une semaine de vacances pour être capable de bien les accueillir et de les installer, il lui répond « Ne t'en fais pas, mon ami, ce sont des vacances payées. Ici, ce n'est pas comme avec les grandons là-bas. Ceux qui m'emploient savent que même lorsque je suis en congé, je dois payer les factures et manger. » Ce rôle de trait d'union entre les deux cultures facilite grandement l'interculturation d'Alexis, c'est-à-dire le processus auquel l'adolescent s'approprie subjectivement différentes références culturelles irréductibles à l'une ou l'autre des cultures auxquelles elle renvoie. Étienne a vraiment à cœur d'aider son neveu. Il ne se contente pas d'être un passeur culturel. Il se soucie également d'être un mentor. Autrement dit, comme celui qui va permettre à l'adolescent de relever les défis qui l'attendent et de devenir à son tour un adulte.
La figure du mentor est souvent présente dans les romans de formation et dans bon nombre de romans jeunesse. Dans Alexis, elle revêt un rôle particulier compte tenu du fait que le jeune héros est entouré de sa mère et que son père les rejoindra par la suite. Cependant, force est de reconnaître que Raphaël, le père, demeure absent, même une fois arrivé à Montréal, hanté par les civistes qu'il a connus en prison, il n'interagit que très peu avec son fils. Quant à Janine, nous avons vu que son importance dans le roman et son influence sur Alexis diminuait après l'arrivée au Québec. Étienne devient un peu une figure de substitution. Ainsi, il a déjà entrepris des démarches pour favoriser l'intégration de son neveu dans sa nouvelle école. Il s'informe si son neveu aime l'école, il se réjouit de sa réponse positive et l'avise aussitôt qu'il y est déjà inscrit. Il lui promet de l'inscrire également à des activités sportives, telles que le soccer, un sport pratiqué aussi bien en Haïti qu'au Québec. Plus largement, Étienne offre ses conseils à son neveu et n'hésite pas à intervenir dans certaines situations, devenant même un médiateur entre le jeune adolescent et sa mère. « Allez, Bookman, il faut ménager ta mère, elle m'a expliqué dans une de ses lettres que, sans le dire ouvertement, tu la rends responsable de tout ce qui vous est arrivé depuis 2 ans. Tu lui adresses sans cesse des critiques, à ce qu'il paraît. Je ne veux pas te faire de reproches, mais ta mère est très courageuse. Quand je pense à votre aventure, je me demande si j'aurais pu faire preuve d'un tel courage. Ça va. Tu seras un homme bientôt. Il faut apprendre à bien traiter les femmes, poursuit Étienne, qui fait résonner son rire dans l'appartement. Là encore, l'intervention d'Étienne a plusieurs visées. L'oncle d'Alexis commence par sermonner gentiment le garçon en l'invitant à faire preuve de retenue vis-à-vis de sa mère, puis il enchaîne avec une remarque d'une portée beaucoup plus générale. « Tu seras un homme bientôt. Il faut apprendre à bien traiter les femmes. » En plus d'avoir un allié précieux en son oncle Étienne, Alexis peut compter sur la sincère amitié de Sarah Blanchot. Lorsqu'Alexis fait ses premiers pas dans sa nouvelle école à Montréal, il est accueilli chaleureusement par les élèves de son groupe et surtout par Sarah Blanchot, une jeune fille d'origine haïtienne également. D'emblée, les 2 adolescents éprouvent des sentiments contradictoires l'un envers l'autre. Sarah, notamment, n'arrive pas à comprendre comment Alexis peut tant lui ressembler et parler un langage qui lui est si étranger. De son côté, Alexis est stupéfait de l'ignorance dont fait preuve sa nouvelle amie en tout ce qui concerne Haïti. Ces différences n'empêchent nullement Sarah d'être, dès leur rencontre, très intriguée par Alexis et de tenter de percer le mystère, l'énigme qu'il représente à ses yeux. Ainsi, une transmission de savoir, de valeurs et d'éléments culturels horizontale et réciproque s'établit entre les 2 adolescents. La lecture du journal intime d'Alexis, que ce dernier lui a confié, lui fait franchir cette frontière invisible qui la séparait du garçon. Elle s'était encore plus rapprochée d'Alexis. Elle avait fait sienne ses angoisses et ses préoccupations quant au sort de son père. En fait, si la lecture de ce journal provoque un tel retentissement chez la jeune fille, c'est parce qu'elle la convie à découvrir une part inconnue d'elle-même. Sarah commence peu à peu à renouer avec ses racines haïtiennes. La jeune fille est effectivement persuadée qu'Haïti est une île maudite en raison de tous les préjugés que ses parents entretiennent à l'égard de leur pays natal. Aussi, est-elle très fermée lorsqu'Alexis tente de lui en parler et de lui vanter la beauté de son île. Le jeune garçon découvre rapidement que les réticences de son ami sont le fruit de son ignorance. Sarah Blanchot connaissait bien peu de choses, pour ne pas dire presque rien, de ce pays où étaient nés ses parents. Pire, elle a entendu depuis sa tendre enfance qu'Haïti n'est rien d'autre que vaudou, magie, carnaval et ignorance sans borne d'un peuple d'analphabètes. Régine Robin explique que la mémoire joue un rôle de grande importance chez l'individu. Celle-ci oscille entre le silence, l'amnésie, la reconstruction imaginaire et le détail intensément revivifié. Cette mémoire identitaire permet de se définir en tant qu'individu et de donner un sens au passé, qu'il s'agisse d'un passé fixé, conservé, magnifié, commémoré, passé haï que l'on veut oublier, que l'on refoule. Au discours de la mère de Sarah, qui a opté pour l'amnésie et le refoulement de son passé, Alexis oppose le sien, qui valorise une foule de détails intensément revivifiés et un passé conservé, voire magnifié. Il m'arrive de me réveiller la nuit et d'entendre le chant de mes tourterelles ou encore des ramiers dans les bois. Pas loin de mon village, il y a une rivière aux eaux tumultueuses, on l'appelle Mousseline. Et dans un autre village, on organise des combats de coqs. Ce village s'appelle Kalinda. Tu vois comment les villages ont des beaux noms, comme des noms de personnages. Kalinda est entourée de palmiers si hauts qu'on dirait qu'ils griffent le ciel. Même si elle ne peut qu'imaginer ce que décrit Alexis, l'adolescente n'en est pas moins profondément bouleversée,
car comme le confirme la psychologue de l'école, il manquait à Sarah une part importante d'elle-même, elle vient de la découvrir et elle y tient. Aussi, bien que sa mère lui interdise de fréquenter son nouvel ami, la jeune fille propose de mettre en place un projet de soutien à la libération de Raphaël et s'engage pleinement dans cette entreprise. Il était loin à présent le temps où elle affirmait d'un air dégoûté qu'il n'y avait rien à faire avec cette île. Un amour naissant pour Haïti se manifestait chez elle avec une grande fébrilité. L'évolution de Sarah peut être qualifiée de véritable métamorphose tant elle est rapide et profonde. À la fin du roman, d'ailleurs, elle se donne comme mission de faire tomber les préjugés de sa propre mère en partant à l'assaut de son donjon. Le revirement identitaire opéré par Sarah, de même que la conclusion du roman, ont assurément une valeur doxique. Il n'est pas anodin non plus que Marie-Célie Agnan fasse entendre un discours d'autorité comme celui d'une psychologue au moment d'expliquer à la mère de Sarah que sa fille doit renouer avec ses origines. De ce point de vue, Alexis souscrit aux principes fondamentaux du roman jeunesse en proposant une fin heureuse, en représentant des modèles positifs, tout en transmettant un certain nombre de valeurs. À la fin du roman, le jeune héros apparaît complètement tourné vers l'action et l'avenir. Percevant la faiblesse de sa mère, qui éprouve beaucoup de difficultés à trouver sa place au Québec, Alexis prend la relève dans le dossier de son père. Il met sur pied, avec ses amis de l'école, un comité de soutien et ensemble, ils entreprennent des démarches pour solliciter l'aide du personnel de l'école et de la communauté afin d'obtenir la libération de Raphaël. Leur entreprise est couronnée de succès et le père enfin libéré peut rejoindre le reste de sa famille à Montréal. Ce dénouement heureux correspond, selon Anne-Marie Chartier, à un scénario typique en littérature jeunesse. Les parents sont impuissants, indécis, dépassés et doivent être pris en charge par leurs enfants, façon de perpétuer le thème mythique de l'enfant sauveur qui puise dans sa faiblesse une force vitale irrésistible. Lorsque le roman s'achève, Alexis est encore adolescent. Cependant, tout laisse penser que le jeune garçon réussit à faire coexister de manière harmonieuse ces deux identités, haïtienne et québécoise, puisqu'il entreprend avec son amie Sarah Blanchot de faire disparaître les préjugés raciaux des parents de cette dernière. Les propos de l'oncle d'Alexis confirment que ce dernier parviendra sans difficulté à devenir un être de frontières. C'est l'âge idéal, Janine, pour qu'une personne s'insère dans un nouveau système. Alexis est bien imprégné de sa propre culture, il sait l'apprécier et il a quand même un esprit très critique, donc il n'a pas de problème d'identité. Cette citation met au jour cette conception de l'identité culturelle de Vincenot, qui est en somme le résultat de constructions sans cesse recommencées, permettant à la fois l'adaptation du sujet au monde et l'attribution d'un sens à son être et à sa pratique. Dans cette perspective, l'identité culturelle est donc essentielle à tous les individus afin qu'ils puissent se définir socialement. Toutefois, le fait que celle-ci soit dynamique, donc sans cesse en construction et en déconstruction, permet aux individus de s'adapter tout en donnant un sens à qui ils sont. Cette dynamique de l'identité culturelle facilite notamment la transformation identitaire des individus migrants comme Alexis, qui au cours d'une vie sont amenés à s'exiler de leur pays d'origine et à côtoyer des gens appartenant à des cultures différentes de la leur. On constate aisément que dans ce roman pour adolescents, la migration du jeune héros d'Haïti à Montréal, en passant par les États-Unis, correspond en quelque sorte à une double transformation. Elle constitue à la fois une renégociation de son identité culturelle, ainsi qu'une sorte de passage de rite initiatique qui conduit Alexis de l'enfance à l'âge adulte. En effet, le garçon fait preuve de courage, se montre efficace dans l'action et surmonte une série d'épreuves initiatiques desquelles il sort victorieux et grandi. En l'absence de son père, Alexis devient un adulte et acquiert une véritable stature de héros. De plus, on remarque que ce passage se caractérise par une évolution du rapport qu'entretient l'adolescent avec les membres de son entourage, adultes et pères. Les exemples les plus frappants de cette évolution-transformation se transposent notamment dans la relation entre le héros et sa mère. Il va sans dire que l'expérience migratoire, tout comme la période transitoire de l'adolescence, sont marquées par des épreuves, des obstacles à surmonter impliquant certaines souffrances. Merci de votre écoute.